toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau podcast en compagnie d'Alim Taïb, directeur de l'école de guerre économique sur le campus de Rabat au Maroc et spécialiste en intelligence économique et stratégie. Aujourd'hui, nous allons parler de cybersécurité, de cyberdéfense et des enjeux géopolitiques que représentent ces notions en temps de crise. Comment protéger l'entreprise, quelle politique instaurer? Découvrons tout cela aujourd'hui. Pour commencer, qu'est-ce que la cyberdéfense ou la cybersécurité? Est-ce que déjà c'est des termes différents? Oui, par rapport à la cyberdéfense et la cybersécurité, ou en français on parle aussi de sécurité numérique ou sécurité de l'information, en fait tout simplement par rapport au contexte, c'est intrinsèquement lié aussi à la notion de cyberespace, qui est la dimension qu'on utilise tous les jours, qui est liée aux applications numériques, tout l'espace de communication qui est constitué par la connexion de tous ces équipements qui permettent à nous, utilisateurs, aux entreprises, à différentes structures, de pouvoir avoir ce traitement automatisé des données numérisées, qui constitue un peu le fondement et la structure de base de notre vie de tous les jours. Alors derrière cela, il y a, comme je l'ai dit, la dimension du cyberespace, cette dimension qui implique toutes ces applications, toutes ces structures. On peut penser que la cybersécurité ou la sécurité numérique est liée à la protection technique, à la protection justement contre toute menace, intrusion, vol de données, par rapport à cette dimension, par rapport à cet espace numérique qu'on utilise. Mais c'est partiellement vrai. On va dire que la cyberdéfense ou la cybersécurité, toute approche qui est devenue aujourd'hui imbriqué dans toute stratégie d'intelligence économique au sein d'une structure, donc de sécurité de l'information, implique tout un ensemble de protection de cet espace qui inclut ces éléments techniques, cet aspect, ça va du matériel, aux ordinateurs, à nos smartphones, à l'utilisation qu'on fait d'Internet, principalement à ces couches, on va dire, logiques et physiques, mais ça implique aussi tout un ensemble de protections qui implique l'élément humain aussi. Et donc, la cybersécurité, de manière générale, c'est simplement la protection des systèmes d'information de manière générale, donc le matériel, le logiciel, l'infrastructure, mais aussi des données qui s'y trouvent stockées, des différents services qui sont fournis contre tout accès non autorisé, un préjudice, une utilisation abusive, en fait tout dommage causé, que ce soit intentionnellement par l'opérateur du système ou accidentellement en raison du non-respect des procédures de sécurité. Et justement, quelle importance elle a dans notre société actuellement? C'est une importance qui est au maximum, on va dire, et qui est exponentielle, qui est croissante. En fait, elle est liée tout simplement à l'usage qu'on en fait aujourd'hui par rapport aux services numérisés. La protection de la confidentialité ou de l'intégrité des données d'une entreprise, comme on sait, est une démarche très importante en intelligence économique. Dans le cyberespace, et ça débute depuis très longtemps, la protection de nos actifs stratégiques liés à cet espace-là a toujours constitué un élément essentiel et important, sauf que la complexité de la menace, l'utilisation exponentielle qu'on fait des données, les usages sur les réseaux sociaux des différents utilisateurs et autres font que la place de la cybersécurité, la cyberdéfense, des stratégies de protection de l'information au niveau de l'espace numérique prend de plus en plus d'importance, que ce soit au niveau de la couche individuelle, c'est-à-dire nous, utilisateurs, les données qu'on fait tous les jours, la protection de nos données personnelles ou l'intégrité de nos éléments lorsqu'on navigue sur Internet, qu'on ne tombe pas sur des escroqueries qui arrivent assez souvent, qui sont liées tout à un ensemble d'activités cybercriminelles, mais aussi des entreprises aujourd'hui, que ce soit par rapport au vol de leurs données confidentielles, à des opérations de sabotage ou de cyberespionnage par rapport à des vols de données, mais aussi à un niveau étatique, on va dire, où le cyberespace ou la cyberdéfense est devenu un facteur important aujourd'hui dans les rapports de force mondiaux et notamment dans la géopolitique. On parle aujourd'hui de géopolitique du cyberespace par rapport à l'évolution et à l'utilisation croissante du numérique. On parle de sécurité, on parle de protection des données, et justement, il doit y avoir des enjeux derrière, et notamment des enjeux géopolitiques. Quels sont ces enjeux à l'heure actuelle, au niveau général ? Il y a eu plusieurs événements liés à cela, du fait de l'ampleur et de l'évolution de la cybermenace, de manière générale, des cybermenaces. On va dire que le cyberespace est vraiment devenu un terrain de projection de puissance pour plusieurs États. On peut parler vraiment de stratégie de cybersécurité, de cyberdéfense par rapport aux grandes puissances. Je pense aux États-Unis, à la Chine, à la Russie, au sein de l'Union européenne. Il y a aussi quelques événements qui ont fait que la menace cyber commence à être
prise très au sérieux par différents États. Il y a eu le cas d'école, qui est le virus Stuxnet, qui est un virus qui a été attribué et développé clandestinement par l'armée américaine et israélienne, où il s'agissait d'effectuer une opération de sabotage d'une centrale nucléaire iranienne par l'introduction d'une clé USB. Donc c'était une opération révolutionnaire. Au niveau même du domaine militaire, on met de plus en plus d'investissements dans cette nouvelle dimension qui est le cyberespace. Donc on s'est rendu compte qu'il était possible d'effectuer une opération sans missiles, sans perte humaine, avec un peu de renseignement, en introduisant clé USB, donc avec un peu moins d'investissement, mais avec des résultats tout aussi efficaces. Il y a eu un sabotage et l'arrêt des centrifugeuses d'une centrale nucléaire iranienne avec cette opération Stuxnet. Donc c'est le malware, un logiciel malveillant, qui a été introduit clandestinement sur une clé USB sur cette centrale iranienne. On dit que ça a retardé le programme nucléaire iranien à l'époque. Ça a été un des éléments déclencheurs du fait que plusieurs armées, plusieurs puissances, plusieurs États ont commencé à se projeter dans la dimension du cyberespace et y développer leur stratégie. C'est devenu aussi une extension du terrain, soit de différents conflits, mais aussi, on va dire, ça a permis de développer d'autres rapports de force, notamment sur le terrain de la guerre économique, des affrontements économiques, où des fois, là, on n'est plus forcément dans l'aspect conflictuel, mais on est des fois entre alliés, ou sur des opérations, on est en concurrence, ou pour remporter des appels d'offres internationaux, pour avoir du renseignement, des informations techniques. On s'est rendu compte que le cyberespace est un domaine où l'invisibilité peut être de mise, où les attaques sont soupçonnées fortement un État, mais elles sont difficilement attribuables. Donc même au niveau des relations diplomatiques, ça crée une sorte de sas d'invisibilité. Ça a créé tout un nouveau champ de puissance et de rapport de force, où soit au niveau, comme on l'a dit, des conflits directs, il peut y avoir des opérations de cybersabotage où on n'envoie pas une armée directement, où on rentre en conflit direct, donc il y a une certaine asymétrie, on utilise les outils numériques pour cela, mais aussi sur le terrain du cyberespionnage, de la guerre économique, du vol de données. Il y a eu quelques exemples récents lors de la crise par rapport aux données du vaccin Pfizer. Il y a eu des accusations de cyberespionnage par le Royaume-Uni envers la Russie, par rapport à des vols de données sur le vaccin AstraZeneca. Donc on voit qu'aujourd'hui, même dans le domaine des actifs stratégiques importants, dans les aspects de projection de puissance économique, le cyberespionnage, on va dire la cyberdéfense, prend de l'ampleur de plus en plus importante. Et enfin, il y a un troisième domaine aussi, ou usage qu'on en fait de cette cyberguerre, c'est aussi tout ce qui est cyberpropagande, cyberguerre psychologique, peut être utilisé pour effectuer des opérations de propagande, d'activisme, ce qu'on appelle le hacktivisme, soit par des groupes asymétriques, ou ça peut être des opérations de déstabilisation, de désinformation dans le cyberespace qui sont effectuées au niveau étatique pour défendre des intérêts stratégiques ou défendre une position lorsqu'il y a des rapports de force ou lorsqu'il y a des négociations diplomatiques ou autres. Mais justement, vous parlez beaucoup d'opérations qui sont faites sur le cyberespace, notamment liées aussi aux cyberattaques, etc. Mais est-ce que tout ça, c'est légal ? Est-ce que c'est encadré ? Est-ce qu'il y a une législation par rapport à tout ça ? Alors, vous soulevez un point important qui est l'évolution de la législation, on va dire, du droit, de l'aspect juridique dans le cyberespace. C'est un domaine où, si j'ai des conseils donnés à des juristes qui veulent se spécialiser, c'est un domaine où il y a encore beaucoup à faire, où il y a des évolutions dans la législation sur la protection de données personnelles, le RGPD en Europe. On voit qu'il y a des évolutions de plus en plus importantes et nécessaires, car il faut un encadrement de ces aspects-là dans le cyberespace. Et justement, dans un contexte de crise, donc de crise sanitaire liée à la Covid-19, comment on peut se protéger, donc notamment des cyberattaques, quand on est une entreprise, quand on est un particulier, etc. Et comment justement protéger les gens et protéger l'entreprise ? Alors c'est une question qui est importante. Il y a d'abord l'aspect individuel. Chacun d'entre nous est une cible potentielle. L'attaque se fait d'abord au niveau individuel, donc il y a un ensemble de procédures. Si on est employé dans une entreprise, il doit y avoir une politique de sécurité claire de la part de l'entreprise par rapport à certains usages, par rapport à l'hygiène informatique, toute procédure d'utilisation de mots de passe robustes, de changement de mots de passe récurrents. La cybersécurité ou la sécurité de l'information ne concerne pas seulement que l'accès virtuel à certaines données sensibles ou à notre actif sensible, ça concerne aussi l'accès physique. Donc on ne laisse pas notre mot de passe sur des post-it, des documents confidentiels, on
on les détruit, on protège l'accès physique à nos serveurs, à nos ordinateurs, on chiffre nos ordinateurs pour si jamais en cas de vol on ne puisse pas y avoir d'exploitation des données, etc. Donc il y a tout un ensemble de bonnes pratiques et d'hygiène informatique déjà appliquées au niveau individuel. Éviter au niveau virtuel de cliquer sur des liens douteux. Souvent, les principales portes d'entrée des hackers et des pirates qui souhaitent s'introduire au niveau du système. Il y a tout un ensemble de procédures à suivre au niveau individuel, au niveau de la stratégie d'entreprise, de protection de ses actifs, au niveau technique, avoir les bons outils techniques, les firewalls, les antivirus, les outils de protection, ce qu'on appelle des corrections de vulnérabilité sur nos machines, qui est une stratégie bien définie. Néanmoins, c'est insuffisant, et d'ailleurs ça peut même créer un sentiment qui peut être dangereux de fausse sécurité. Il y a la sensibilisation des collaborateurs, toujours continue. La bonne formation, parce qu'on est tous responsables de nos données, de nos actifs au sein de l'entreprise. Donc il doit y avoir une vision inclusive et 360 de l'ensemble des acteurs de l'entreprise qui doivent être impliqués. Il y a aussi une vision au niveau de la direction générale des entreprises qui doivent mettre les moyens aussi à disposition et doivent être impliqués avec les responsables sécurité et système d'information dans la stratégie de cyberdéfense de l'entreprise. Et puis c'est une question aussi d'attitude, de philosophie, être stratège par rapport à ces menaces avant tout, être pragmatique et réaliste par rapport à nos moyens, par rapport à notre périmètre de défense, par rapport à la classification de nos données, par rapport à la gestion de nos risques. Et puis être aussi un petit peu paranoïaque. C'est toujours mieux que de subir l'attaque et de compter les dégâts par la suite. Et pour inclure justement ces moyens-là, est-ce que vous avez un exemple concret d'une politique à mettre en place au sein d'une entreprise ? Un exemple concret, tout dépend de la politique, si c'est par exemple une PME, un grand groupe, une institution publique. Mais si on prend l'exemple souvent d'une PME, où peut-être cet aspect plus souvent peut être négligé, une PME qui travaillerait sur peut-être des sujets stratégiques de l'entreprise, peut-être une start-up qui a des brevets, qui travaille sur des éléments, par exemple en biotech, supposons, il y a vraiment un aspect classification des données qui est très important, où il y a des risques de vol de données, de cyberespionnage, pouvoir dans un premier temps bien cartographier, bien définir sa politique de gestion des risques, notamment en incluant le risque cyber dedans, cartographier l'ensemble des actifs et des acteurs liés justement à cet espace numérique par rapport à cet aspect-là, définir justement cet ensemble de procédures et de processus drastique et pragmatique et réaliste important par rapport à l'usage qu'on en fait, par rapport à l'usage numérique, détecter où sont les points sensibles, est-ce que c'est au niveau par exemple du service administratif, la comptabilité, où on peut y avoir des vols de données importants, est-ce que c'est plutôt en R&D, etc. Donc bien cartographier ces données, ces acteurs, définir cet ensemble de procédures, avoir une politique, on a dit, de correction des vulnérabilités, avoir tout un ensemble de procédures techniques très importantes, mais aussi humaines, donc de formation des collaborateurs par rapport à ces sujets-là. Essayer de construire une défense en profondeur, où on va essayer de fatiguer un maximum le pirate pour ne pas accéder directement à ces données-là. Préparer des plans aussi de réponse à incidents, c'est très important. Que les hôpitaux, aujourd'hui, constituent l'une des principales menaces des cybercriminels via les attaques dites de ransomware, des rançongiciels. C'est des logiciels qui vont exploiter des failles de machines, d'ordinateurs, de serveurs d'une structure donnée, les hôpitaux par exemple, et vont bloquer, chiffrer ces actifs en demandant une rançon, de payer une rançon. C'est une attaque qui fait beaucoup de dégâts en ce moment. C'est une attaque qui est immorale par des cybercriminels. Ils savent qu'il y a urgence, ils vont jouer sur l'urgence pour pouvoir récupérer leur rançon. Ils ne vont pas hésiter à bloquer certains systèmes comme les hôpitaux où il y a des vies en jeu. Par rapport à ce genre de structure, on sait, dans notre veille, on met en place notre dispositif de veille et on voit tout signaux faible qui peut toucher notre structure. Si on voit qu'on est par exemple exposé, comme un hôpital actuellement, à ce genre de logiciel malveillant qui demande des rançons, on va mettre en place le dispositif adéquat qui peut prendre du temps, mais aussi préparer un plan de réponse à incident au cas où il y a une cyberattaque, que je puisse avoir des plans de reprise, des backups et que mon hôpital ne puisse pas totalement s'arrêter et avoir sur la conscience la vie de certaines personnes. Donc si je devais résumer de manière générale, dans les bonnes pratiques, avoir un bon dispositif de veille par rapport aux cybermenaces et comprendre mon environnement avant tout, cartographier mon environnement, comprendre où sont mes actifs stratégiques, quels sont les points d'entrée, quels sont les acteurs qui sont liés, avoir un dispositif de veille par rapport aux menaces qui peuvent toucher mon activité, une veille sur les cybermenaces,
Ne pas hésiter à mettre en place des audits, des tests de vulnérabilité, des tests de pénétration par rapport à ma structure pour voir où sont les failles et les corriger le plus rapidement possible. Sensibiliser, former mes collaborateurs par rapport à ces aspects-là. Et puis voilà, préparer mon plan de réponse à incident, de gestion de crise, de communication de crise au cas où un incident interviendrait et pouvoir y répondre de manière efficace et rapide. Et justement, c'est vrai que le domaine de la cybersécurité, il peut parfois faire peur parce que tout le monde ne connaît pas vraiment les enjeux qui se cachent derrière, comment faire pour se protéger, etc. Est-ce que vous avez des sites, des personnes auprès desquelles on pourrait s'informer sur ces enjeux? On pourrait aussi se former justement, car les entreprises, c'est vrai que pour la plupart, elles n'ont pas forcément quelqu'un qui s'occupe de ces enjeux cyber. Est-ce que vous avez quelque chose à proposer pour former justement les entreprises? Alors pour la formation des entreprises, plusieurs formations adéquates. Il y a plusieurs masters ou formations courtes qui sont construites. Voilà, il y a un nouveau master qui va se lancer uniquement sur la partie management de la cybersécurité et de la gouvernance des systèmes d'information. Après, il y a des formations courtes et continues qui peuvent exister par rapport aux entreprises. Il y a des cabinets de formation aussi qui interviennent auprès de différentes entreprises pour pouvoir former les collaborateurs, effectuer des exercices d'anticipation de crise, voilà, où il y a des offres liées de conseils et de formation par rapport à cela. En tant qu'individu, après, il y a différents moyens par rapport à sa veille personnelle, par rapport au sujet, de rester au courant des menaces actuelles, de l'évolution et la perception de celles-ci, de l'impact que ça a sur différents secteurs, de rester au courant. Donc c'est très important aussi, c'est de développer cette culture cyber qu'on va rajouter dans la culture stratégique de manière générale, très importante dans toute démarche d'intelligence économique et stratégique. Et pour cela, il y a différents acteurs très bien. Si je pense en France par exemple, il y a une plateforme de veille sur le sujet comme Cyberologue. Au niveau média, cyberguerre.numerama.com. Des différents experts qui publient assez souvent sur le sujet comme Jérôme Billois, comme Nicolas Arpaillan, comme Jean-Sylvain Chavannes, le site de l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Il y a un ensemble de documents, de bonnes pratiques qui sont très très bien faits, très importants. Que ce soit pour l'utilisateur lambda, mais surtout pour les entreprises. D'accord, merci beaucoup Ali pour ce podcast. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Et on se donne rendez-vous pour un prochain podcast le mois prochain. Et surtout, n'oubliez pas, protégez vos données. À bientôt.